Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pat Blanche et aujourd'hui on s'attaque à la leçon numéro 5 qui va traiter des points d'intérêt sur un tableau. Alors à ne pas confondre point d'intérêt et sujet principal, je vais vous montrer comment ça fonctionne et pourquoi ce concept est important. D'abord un peu de théorie et ensuite on va regarder des tableaux de grands maîtres pour comprendre comment ils ont utilisé ces points d'intérêt. Et ensuite, on va appliquer ça à notre propre tableau qu'on a déjà commencé dans les leçons précédentes et ce sera notre exercice pratique à la fin de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est un point d'intérêt? Dans un tableau, nous avons parlé de la structure du tableau et de la règle des tiers. Par exemple, pour un paysage, on peut diviser un paysage de cette façon-là et placer nos éléments de ce qu'on veut dessiner, peindre. Mais cela ne suffit pas pour rendre une peinture intéressante, un tableau intéressant. Même si vous suivez les autres concepts dont nous avons discuté, l'échelle des valeurs, par exemple, en est une autre, il faut aider le regard à voyager dans le tableau. Et c'est pour ceci qu'on va créer des centres d'intérêt, des points d'intérêt. Alors là, je fais quelque chose de tout à fait aléatoire, mais juste pour vous montrer le principe, placez des points d'intérêt quelque part dans le tableau, en plus des éléments que vous avez peints comme la montagne, la forêt, que sais-je, ce que vous voulez peindre, parce que ces points d'intérêt vont vraiment aider le regard à voyager, à explorer toute la surface de votre tableau. Et c'est vraiment un concept qui est très important et qui est souvent un petit peu perdu parce qu'on se focalise sur le sujet principal, notre paysage par exemple ou le portrait, et on oublie de créer ces points d'intérêt en plus qui vont rendre la peinture encore plus intéressante à regarder. Alors, un point d'intérêt n'est pas forcément un objet. Ça peut être une différence de valeur, hein. Comme on a vu auparavant, notre œil est très très attiré par les différences de contraste et donc va se diriger automatiquement si on a une grande différence de valeur. Un point d'intérêt peut être également une couleur vive, un endroit avec une couleur vive dans le tableau. Donc, pas forcément un objet, comme j'ai dit. Ça peut être une ligne très prononcée, par exemple. Je pense que ça s'applique beaucoup à la peinture abstraite. Si vous pensez à quelqu'un comme Kandinsky, par exemple, il a fait beaucoup d'utilisation des lignes pour diriger, pour créer cette tension et ces points d'intérêt dans ses tableaux. Bien sûr aussi, la texture qu'on peut créer avec la peinture, avec différents outils, avec du collage, en rajoutant différentes textures exprès dans le tableau. Tout ça va donner et créer des points d'intérêt qui vont nous faire naviguer le regard dans le tableau. Et en fait, on va voir bien sûr le sujet principal, mais on va aussi voir, ah tiens, il y a quelque chose à regarder ici. Notre regard va être accroché à ces points d'intérêt et on va passer plus de temps à explorer le tableau. En fait, c'est ça le but principal, c'est que les gens passent du temps devant un tableau, une peinture et apprécient ce qu'ils voient et découvrent toujours plus de choses à regarder qui sont intéressantes. Donc, ça, c'est très bien quand ça fonctionne. Maintenant, je vais vous donner quelques pistes pour ne pas tomber dans les pièges des points d'intérêt, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très distrayantes pour l'œil. Par exemple, si vous avez des éléments faits par l'homme je vais prendre l'exemple d'un paysage,
vous avez une clôture, une barrière, quelque chose comme ça dans votre paysage. C'est un élément qui est créé par l'homme. Même chose pour des poteaux téléphoniques, par exemple, des poteaux électriques. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait peindre et choisir de placer dans votre paysage. Mais comme ce sont des objets qui sont faits par l'homme, ça va être un point d'intérêt pour notre œil et qu'on le veuille ou non, on va regarder ces objets. Même chose pour des maisons, hein. Mais en général, si on a des maisons, ça peut souvent être le sujet aussi, ou un des sujets principaux de notre peinture. Mais si vous avez des objets faits par l'homme, juste souvenez-vous que ça va être un point d'intérêt, que vous le voulez ou non. Donc, si c'est ce que vous voulez, parfait. Si ce n'est pas où vous voulez diriger le regard, peut-être qu'il va falloir éditer votre peinture, votre image, et ne pas placer ces objets, ou en tout cas peut-être choisir leur emplacement de façon très méticuleuse. Donc les objets faits par l'homme, première chose. Deuxième chose, bien sûr ça paraît évident, mais les yeux, hein, quand on peint un portrait, sont les points d'intérêt d'un visage. Maintenant, bien sûr, quand vous peignez un portrait, vous voulez que les gens regardent les yeux, c'est clair. Mais peut-être que ce n'est pas la seule chose que vous voulez qu'ils regardent. Donc, la question c'est, quel autre point d'intérêt est-ce que vous allez créer pour créer un autre endroit dans votre portrait où les gens vont vouloir regarder? Question qu'on peut résoudre de plein de façons différentes. Bien sûr aussi les yeux dans un portrait, mais également simplement un visage. Un visage dans une image va automatiquement être un point d'intérêt. Et si c'est ce que vous voulez, très bien. Si ce n'est pas ce que vous voulez et que votre visage devient en fait une distraction par rapport à votre thème principal, eh bien peut-être qu'il va falloir choisir de traiter ça de façon différente. Autre point d'intérêt, qu'on le veuille ou non, ce sont les figures humaines. Donc, si vous avez des silhouettes humaines dans un tableau, ça va automatiquement être un point d'intérêt pour nous, pour notre œil, pour notre cerveau. La même logique s'applique aux animaux. Si vous avez une petite vache dans votre champ, je dessine très bien, vous voyez, ou n'importe quel autre animal, chien, cheval, peu importe, dans votre paysage, ça sera un point d'intérêt, que vous le souhaitiez ou non. Si vous choisissez de placer des animaux dans votre paysage, réfléchissez à l'endroit où vous allez les placer, parce que automatiquement notre œil va se diriger là où ces animaux se trouvent. Même chose pour les figures humaines, pour les silhouettes humaines, les visages, etc. Donc, et n'oubliez pas aussi que vraiment les points d'intérêt ne doivent pas forcément être un objet, comme j'ai dit avant. Ça peut vraiment être des choses qui ne sont pas matérielles. Et on va le voir tout de suite avec l'exemple de tableau de maître et la façon dont ils ont utilisé ces différentes techniques. Voici le premier exemple d'un tableau très célèbre de Peter Bruegel que je vais vous montrer pour parler des points d'intérêt et expliquer comment ça fonctionne. Regardez, ici nous avons un paysage, une scène d'hiver avec des personnages qui sont sur la glace, la rivière gelée. Et vous voyez que c'est vraiment là que notre œil va presque automatiquement, hein. On est très très attiré par ces personnages, par ces silhouettes humaines. Bien sûr, il y a aussi l'aspect contraste sur l'échelle de valeur, comme nous l'avons vu précédemment. C'est aussi quelque chose qui va attirer notre œil. Mais vraiment là, ce sont des points d'intérêt très forts parce que ce sont des silhouettes humaines.
Même chose ici pour les animaux, pour les oiseaux, on voit que, eh bien, on aperçoit tout de suite qu'il se passe quelque chose dans cet endroit-là. Cet oiseau-là aussi, même, malgré le fait qu'il soit dans son coin là, aussi un point d'intérêt très clair. Ces oiseaux-là qui volent au milieu d'un ciel où autrement il ne se passe pas grand-chose. Et bien sûr le reste qui sont ces maisons, qui sont ces structures humaines faites par l'homme. Donc en fait, plein d'éléments de ces points d'intérêt qui ont été utilisés par le peintre pour faire voyager notre regard et ne pas rester bloqué. Et je trouve que ce tableau vraiment illustre très bien ce concept. Et on peut passer beaucoup de temps à regarder ce tableau qui a beaucoup de détails, mais qui est aussi très harmonieux et qui vraiment nous donne envie de rester, de continuer à regarder. Deuxième exemple que j'ai choisi pour cette leçon, c'est le très célèbre tableau de Auguste Renoir, Danse au Moulin de la Galette. Et regardez, ici, on a vraiment énormément de visages humains. Des visages qui, ces deux femmes, vraiment sont clairement un centre d'intérêt très fort parce qu'elles sont vraiment presque au milieu du tableau et le visage tourné vers nous. Donc on voit très bien leurs yeux, on voit très bien vraiment le visage en entier. Et ici également, on a des visages qui sont tournés vers nous. Donc on a un deuxième centre d'intérêt, on va dire, où on a envie de regarder parce qu'on voit très bien ce qui se passe là. Là aussi, un petit peu au milieu, pas vraiment en arrière-plan, mais au milieu, on a ce couple qui danse et qui a aussi le visage tourné vers nous. Et ceci également, ces deux-là également. Peut-être un peu moins ces deux-là, mais vous voyez que, en fait, notre regard se promène dans ce tableau et explore les différentes parties sans vraiment rester bloqué simplement à l'avant-plan. On va vraiment explorer. Là aussi, un visage de côté, placé de façon très stratégique, parce que sinon, en fait, on n'a pas vraiment de raison de regarder là. Donc, très intéressant. Plus on regarde en fait ce tableau et plus on essaie de comprendre pourquoi le peintre a placé ces sujets de cette façon-là, et bien plus on commence à voir la logique et la structure qu'il y avait derrière. Très intéressant. Aussi également là, je vois des reflets de soleil sur le chapeau. Et là aussi, c'est quelque chose, on ne voit pas vraiment le visage, donc pas vraiment de raison de regarder là. Mais par contre, sur le chapeau, on a des reflets de lumière et des choses qui se passent. Donc, très intelligent la façon dont tout ceci a été orchestré. Exemple suivant, j'ai mentionné qu'un point d'intérêt ne doit pas forcément être un objet ou quelque chose de matériel, ça peut être aussi un contraste et une couleur plus vive ou des lignes. Alors ici, on a en fait plein de choses qui se passent dans ce sens-là. On a effectivement, bien sûr, le sujet principal, et c'est la série de tableaux de Claude Monet, les nymphéas. Et là, il se passe beaucoup de choses parce qu'on voit bien sûr les nymphéas qui sont ces feuilles sur l'eau et fleurs. Et bien sûr, on a un contraste au niveau des valeurs, des couleurs, etc. Mais on a aussi des choses ici au milieu. On a une couleur pourpre ou violet bleuté peut-être, qui est vraiment un point d'intérêt parce que ça contraste avec le jaune orangé, pardon, le vert jaune de ces feuilles-là. Et c'est placé de façon stratégique pour nous faire regarder. Et cette couleur, vraiment, simplement cette couleur en elle-même est un point d'intérêt. Bien sûr, les fleurs aussi, bien sûr, le contraste des feuilles sur l'eau. Clairement, les centres d'intérêt très forts, mais aussi des points d'intérêt moins forts, mais qui permettent en fait
de naviguer entre ces deux parties qui sont vraiment des parties très fortes du tableau. Donc on ne laisse pas de vide. On utilise cette partie-là où il n'y a pas vraiment de sujet principal, quand même pour créer un point d'intérêt. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant la façon dont le peintre a choisi d'utiliser cet espace-là. Exemple suivant, la jeune fille à la perle, tableau très très connu de Vermeer. Bien sûr, il s'agit d'un portrait, c'est évident. Et regardez, comme je vous le disais avant, on est vraiment magnétisé, attiré de façon irrésistible vers les yeux de cette jeune fille parce que bon, ils sont très expressifs, très gros et bien sûr éclairés de façon aussi très stratégique pour qu'on voit très bien le contraste entre le foncé et le clair, échelle de valeur à nouveau, mais aussi bien sûr les yeux sont clairement le point d'intérêt sur un visage. Maintenant, qu'a fait le peintre pour nous permettre de voyager notre regard, déplacer notre regard dans ce tableau et pas rester bloqué simplement sur les yeux qui sont magnifiques, mais ce n'est pas la seule chose qui veut qu'on regarde. On a des reflets sur la bouche qui sont aussi très prononcés. Et on a cette boucle d'oreille, la fameuse perle, qui est clairement un centre d'intérêt que le peintre a voulu créer. Un autre point d'intérêt sur ce tableau, c'est les contrastes entre le clair et le foncé sur ce turban que la jeune fille porte sur sa tête. Et également ce col blanc en contraste avec le fond noir. Donc en fait, comme vous voyez, le regard voyage vraiment de façon quasiment circulaire autour de cette image, dans cette image. Et c'est ça qui rend le tableau intéressant. Prochaine image, Van Gogh, Nuit étoilée. Ce tableau est intéressant parce que, bien sûr, on voit clairement le sujet principal, qui est cette nuit étoilée avec un ciel fabuleux, avec ce cyprès et ce village au premier tiers en bas du tableau. Mais en fait, ce que Van Gogh a aussi fait là, ce n'est pas simplement utiliser cet espace pour le ciel de façon, je dirais, standard, parce qu'on peut très bien, tout le monde sait à quoi ressemble un ciel étoilé, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Et Van Gogh a fait le choix de vraiment créer des centres d'intérêt très forts pour permettre à nouveau à notre regard de voyager, d'explorer tout l'espace disponible dans ce tableau et ne pas simplement se limiter à ce qu'il voit, mais créer et placer ces centres d'intérêt de façon stratégique. Regardez ce tourbillon, hein, c'est vraiment pas un hasard que ces structures et là également ces points très forts des formes, des structures et des contrastes de valeurs. Donc, même chose, utiliser l'espace pour ancrer ces points d'intérêt, pour créer quelque chose qui est intéressant à regarder parce que sinon cet espace, il serait assez vide. Et très très bel exemple d'utilisation des points d'intérêt et d'interprétation de l'image, de la réalité que le peintre avait devant ses yeux. Maintenant, dernière image pour cette leçon-là, également Van Gogh. Cette image s'appelle Nuit étoilée sur le Rhône. Elle est similaire mais différente aussi par rapport à l'image différente. Similaire dans le sens qu'on a aussi un ciel étoilé et aussi des centres d'intérêt très prononcés ici avec ces étoiles lumineuses sur ce ciel très foncé. Et vous regardez, vous voyez, là, en fait, l'image est très, très foncée. Hein. Il y a vraiment quasiment que des valeurs à l'extrême de l'échelle des valeurs dans les teintes foncées.
Mais il y a également, à la différence de l'autre image, de l'eau et des reflets sur l'eau qui sont aussi des centres d'intérêt très forts parce que ce sont des lignes et ce sont des contrastes sur l'échelle de valeur très fortes. On a également ces bateaux qu'on ne voit peut-être pas tout de suite, mais qu'on aperçoit quand on commence à descendre euh, dans ce tableau. Si vous commencez à regarder à partir du bas, vous allez arriver vers les bateaux en suivant ces reflets sur l'eau. Et si vous regardez par le bas, euh, quand vous commencez, parce que peut-être que vous êtes d'abord attiré par les personnages ici en avant-plan, ces deux silhouettes, hommes et femmes, eh bien, vous allez quand même arriver vers les bateaux, vers les reflets sur l'eau, ces lumières-là au bord de l'eau et ensuite le ciel. En fait, très intéressant la variété de points d'intérêt que Van Gogh a utilisé aussi. Je dois aussi dire également que la peinture et les marques sont tellement prononcées qu'on a aussi un effet de texture ici, avec ces couches d'huile qui donnent vraiment un aspect presque 3D à cette image. Donc, comme j'ai dit avant, vraiment plein d'options pour créer et utiliser et placer stratégiquement les différents types de points d'intérêt dans une peinture pour la rendre plus intéressante et pour permettre à notre regard de voyager dans tout l'espace et ne pas être confiné, bloqué dans un seul endroit. Pour notre exercice pratique, je vais utiliser les mêmes couleurs que nous avons déjà utilisées pour notre image. Le bleu outre-mer, le jaune ocre, et là aussi j'ai aussi du blanc et du noir. Un petit peu d'eau. Alors, voici l'image sur laquelle nous avons travaillé. Et juste petit rappel, nous avons utilisé le concept de échelle de valeur parce que nous avons fait d'abord une image noir-blanc de ces montagnes et de l'eau et du ciel. Nous avons appliqué la règle des tiers pour séparer notre espace. Et nous avons également utilisé, quand nous avons rajouté les couleurs, nous avons regardé cet outil-là, qui est la roue des couleurs. Je vais mettre tous les liens vers ces produits en description de vidéo. Et nous avons choisi de travailler avec du bleu et du jaune-orange qui sont presque couleurs complémentaires. L'orange et le bleu auraient été vraiment complémentaires. Nous avons choisi, en tout cas, j'ai choisi ces deux couleurs-là, le bleu outre-mer et le jaune ocre. Se combinent assez bien en général. Donc voilà là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et maintenant, je veux travailler un petit peu cette image et vous montrer comment on peut appliquer les points d'intérêt que je viens d'expliquer dans cette leçon. Je ne vais pas en faire trop, mais je vais utiliser quelques types de points d'intérêt juste pour vous montrer sur cet exemple à quoi ça peut ressembler. Tout d'abord, je veux faire une marque de couleur. J'ai mentionné qu'un point d'intérêt n'est pas forcément un objet ou quelque chose de tangible. Un point d'intérêt peut très bien être une marque de couleur prononcée. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais appliquer mon jaune ocre de façon assez diluée au-dessus de ces montagnes parce que je pense que c'est là où en fait c'est justifié d'avoir une marque de couleur plus intense que partout ailleurs. C'est là où le soleil s'est couché, et c'est pour cela aussi qu'on a des reflets de ce type sur l'eau. Et vous voyez, j'ai gratté un peu avec mon pinceau pour donner un aspect plus naturel à cette marque. Souvent, on a des structures comme ça dans les nuages, dans le ciel, au niveau de l'horizon. Quand je vois cette température de couleur, et là j'ai de l'ocre mélangé avec du blanc, je me dis que je vais probablement aussi
passer un petit coup là, pas partout, mais à quelques endroits. Et là, à nouveau, je crée des points d'intérêt sur l'eau. Et je vais essayer de rester aligné à ma marque en haut parce que les reflets de l'eau doivent être alignés au ciel. Ce qui se passe dans le ciel, on le voit dans l'eau. Donc voilà, couleur, couleur, marque colorée comme point d'intérêt. L'autre type de point d'intérêt que je veux exploiter, c'est de donner des endroits d'accroche au regard dans le ciel. J'aime bien mon ciel, j'aime bien la structure que j'ai là, la fluidité que j'ai ici avec la peinture qui a coulé, qui a bougé librement, mais c'est quand même assez vide. Donc, je pense que je peux utiliser un petit peu de couleur. Là, je vais mélanger mon bleu ultramarine avec du noir. Là, vous voyez, j'utilise un pinceau très fin. Créer presque une peinture noire, mais quand même, qui contient quand même du bleu, parce que on veut être cohérent avec le reste de la peinture. Et avec ce pinceau qui est assez fin, je vais placer quelques oiseaux qui volent dans le ciel. Alors, réfléchissons à où est-ce qu'on veut les placer. Par exemple, ici est un bon point d'intersection des tiers, ou également ici, mais là, ça va être trop symétrique. Donc, je pense que si on fait quelque chose comme ça et comme ça peut être pas mal, parce que là, on va être dans ce tiers du haut et on va donner quelque chose. On va donner quelque chose au regard. On pourrait peut-être même en mettre 3, mais je pense que ça fait un peu trop. Moi, je suis plus du côté moins et mieux que trop. Donc, je vais essayer d'aller de façon assez gentiment, vraiment faire quelque chose de très, très léger et de mettre, voilà, j'ai 2 tailles différentes, donc celui-là paraît être plus près que celui-là. Et je pense que je vais en rajouter un 3e. Quand je vois ça de cette façon-là, ça me paraît un petit peu déséquilibré. Et je pense que je vais en placer encore un tout petit, encore plus petit, ici, qui va vraiment nous faire croire que cet oiseau est très loin sur l'horizon. Voilà. Mais vous voyez l'effet que ça crée? C'est qu'au lieu d'avoir un espace vide, on a des points d'accroche pour le regard. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et là, on se dit, ah tiens, c'est intéressant, il y a des structures dans les nuages, il y a des choses qui se passent. Donc, on commence à regarder l'image avec plus d'intérêt que en l'absence de ces points d'intérêt. Et le dernier point que je veux faire, exemple que je veux vous montrer, j'ai mentionné dans ma partie théorique que les objets faits par l'homme les structures faites par l'homme attirent le regard très très fortement. Et je vais exploiter ce principe ici en rajoutant un bateau. Bien sûr, c'est logique, c'est assez évident qu'on pourrait mettre un bateau sur l'eau. Mais là, à nouveau, je vais le mettre pour exploiter cet espace-là qui est un petit peu vide et qu'on a laissé en fait vide. Si vous vous souvenez bien, on a dit qu'on ne veut pas faire trop de choses en même temps pour laisser de la place à d'autres choses qu'on veut faire. Et là, il faut juste être vraiment très léger avec le pinceau. Là, à nouveau, j'utilise un pinceau assez chargé en peinture et je vais faire quelque chose de très simple. Donc, une petite barque. Je ne veux pas faire de voilier, je veux faire une barque vraiment très simple. Embarcation de pêcheur, probablement. Et ici, je vais également
Ah, pardon, vous n'arrivez pas à le voir, mais je mélange du blanc et de l'ultramarine à mon noir. Je vais simplement continuer cette image pour créer des reflets. Mais là, à vrai dire, ce n'est même pas tellement important de créer beaucoup de reflets dans l'eau de cet objet parce que notre eau est déjà très très agitée. On voit qu'on a beaucoup de réflexions. Donc ce n'est pas très grave si on n'a pas vraiment des reflets sur l'eau. On peut très bien se contenter de quelque chose comme ça et s'arrêter là. Je préfère en faire moins que trop et laisser le spectateur imaginer la suite. Voilà, 3 types de points d'intérêt: des oiseaux, des animaux, marques de couleurs, autres marques de couleurs et objets créés par l'homme euh, qui, comme vous voyez, attirent notre regard très fortement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais bien savoir comment vous utilisez vous aussi les points d'intérêt dans vos tableaux, dans vos peintures, dans vos croquis. Et si vous me laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Et c'est bien sûr aussi très intéressant pour les autres spectateurs de la chaîne d'échanger et de savoir comment vous approchez ces points d'intérêt. Et si vous ne l'avez pas encore fait et que c'est nouveau, alors encore plus une raison de laisser votre commentaire et de raconter comment vous avez expérimenté avec ça et joué avec ça. Merci à tous, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre exploration de la peinture et à très bientôt. Au revoir.